qui nous réunit. Donc, le titre de notre présentation, je pense qu'on m'a déjà présenté, ce n'est plus trop nécessaire, c'est « Défis et enjeux de l'intégration des services de santé mentale dans les systèmes de santé publique en Afrique ». Naturellement, quand je dis en Afrique, je parlerai naturellement à partir de ma pratique de système de santé en Côte d'Ivoire. Et donc, je ferai souvent des analogies avec nos autres systèmes, à la lumière, j'allais dire, des enjeux de santé publique. Alors, je vous propose un plan sur 3 éléments d'articulation. Le premier, c'est d'échanger un peu sur les concepts autour de la santé mentale. Et deuxième axe de réflexion, ça sera mettre en discussion, en perspective, la santé mentale à l'aune des priorités de santé publique en Afrique. Et le dernier point, j'allais dire, qui est le titre de ma présentation, ça sera justement de discuter sur, j'allais dire, les principes et les éléments opérationnels pour une intégration des services de santé mentale dans les systèmes de santé publique. Alors, on ne parlera pas, j'allais dire, je sais que peut-être il y a beaucoup de praticiens, beaucoup de cliniciens qui sont dans les structures spécialisées, dans les hôpitaux, les CHU, CHR. Alors, je vais utiliser beaucoup un langage de santé publique qui n'est pas un langage de clinicien. Mais en même temps, la clinique fait partie de la stratégie, l'une des stratégies du système de santé public, parce que c'est le versant soins curatifs ou soins promotionnels en santé. Alors donc, je ne parlerai pas essentiellement de maladie mentale, parce que le sujet n'est pas fixé sur la gestion de cas cliniques, mais ça sera sur la compréhension. Parce que quand on ne comprend pas bien, et c'est le premier point de mon exposé, lorsqu'on ne comprend pas bien le concept de santé mentale, tout dispositif de soins ou tout système de résolution des problèmes de santé dans un pays est conditionné naturellement par les concepts qu'on utilise. Et j'allais dire, ces concepts sont déjà connotés ou ces concepts vont guider toute l'action de santé publique ou toutes les décisions qu'on va prendre ou toute la structuration de nos services de santé. Alors, donc, la première information avec laquelle je voulais partager avec vous, c'est dit déjà que la santé mentale, ce n'est pas la folie. Donc, parce que très souvent, quand on parle de santé mentale, on voit déjà dans nos pays les services de psychiatrie, on voit les hôpitaux psychiatriques, on voit le malade mental errant. Voilà, c'est ça qu'on voit en première intention lorsqu'on parle de santé mentale. Donc, quand on dit santé mentale, dans l'esprit des gens, ils ont des clichés sur la maladie. Donc, la santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale, ce n'est pas la folie. Mais en même temps, vous comprenez que c'est un défi de corriger les représentations dans nos cultures et dans nos services et auprès des prestataires même de santé, parce que pour beaucoup de personnes encore, la santé mentale, c'est la maladie mentale, c'est le psychiatre qui est un peu bizarre, c'est le fou errant. Donc, la santé mentale, c'est pas ça. J'ai failli dire que c'est la perte de l'état de santé mentale qui aboutit à ces processus pathologiques, à ces processus, à cette dénomination sociale de folie ou bien de malade errant ou bien de malade mentaux. C'est justement parce que les personnes ont perdu leur état de bonne santé mentale qu'ils deviennent malades. Ça, c'est un élément très important qu'il faut comprendre. Alors donc, quand j'ai fini de dire ça, le deuxième concept auquel je veux vous initier ou vous sensibiliser, c'est de dire que la santé mentale, c'est la santé. C'est d'abord une affaire de santé. Donc, première des choses, la santé mentale, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la maladie mentale. Et le deuxième concept, c'est la santé mentale, c'est la santé. C'est une affaire de santé. Mais vous allez bien comprendre après, à la suite, parce que si on ne comprend pas ça, nos systèmes de santé vont fonctionner en parallèle. Alors, quand j'ai fini de dire ça, que j'ai dit la santé mentale, c'est la santé,
Donc, la santé, alors, va se définir avec deux composantes. Il y a la santé mentale plus santé physique. C'est ce qu'on appelle la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique sur le plan, j'allais dire, opératoire? Ça va nécessiter un changement de paradigme de nos services de santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit je vais dans un centre de santé, dans un village au Bénin, au Sénégal, en Mauritanie, normalement, ce centre de santé doit pouvoir offrir des services de santé mentale et des services de santé physique. Un centre de santé, si on veut utiliser la définition claire de l'OMS et cette définition opératoire que je viens de vous donner, donc si on dit centre de santé, je vais dans un centre de santé, ça veut dire je vais dans un centre de santé qui va adresser à la fois les questions de santé mentale et de santé physique. Je souhaite que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que si vous ne comprenez pas ça, et le jour qu'on vous nomme directeur d'hôpital, qu'on vous nomme décideur ou ministre, vous allez adresser uniquement les questions de santé physique. Et malheureusement, aujourd'hui, tous nos systèmes de santé en Afrique adressent les questions de santé physique. Donc, ça veut dire qu'on marche avec des systèmes de santé qui sont amputés de la deuxième composante de la santé. Mais vous allez comprendre les conséquences de cela. Je ne sais pas si on me suit. Allô? Oui, professeur, on vous reçoit parfaitement. Vous pouvez continuer. Parfait, parfait. Alors, donc, c'est un point important. Si on ne comprend pas ça, on peut ne pas être d'accord sur le plan, j'allais dire, de la planification. Mais si on reste, j'allais dire, dans la définition pragmatique et opérationnelle de ce que c'est que la santé, ça veut dire nos centres de santé. Tous nos centres de santé qui existent partout dans les villages, dans les villes périphériques, dans les villes secondaires ou bien dans nos capitales, doivent pouvoir résoudre cette équation. Donc, c'est des services de santé doit être égal à santé mentale, c'est offrir des services de santé mentale plus des services de santé physique. Naturellement, il s'agira de clairement dire c'est quoi qu'on entend par service de santé mentale. Mais dans un premier temps, déjà, il faut comprendre que lorsqu'on dit un service de santé doit pouvoir adresser à la fois les questions de santé mentale et des questions de santé physique. Donc, vous comprenez que c'est véritablement un défi qui est posé à tous nos systèmes de santé en Afrique. On pourra échanger pour avoir après des clarifications. Alors, donc, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'instance, j'allais dire internationale, qui est le secrétariat technique du système des Nations Unies pour les questions de santé, ou dans lequel tous nos pays africains, de l'OAS ou bien des autres zones africaines ou anglophones, lysophones ou même francophones, ont pris des engagements justement en termes de planification dans le domaine de la santé mentale. Et le thème qui intervient, qui est très récurrent, c'est de dire qu'il faut transformer les services de santé mentale, mais en même temps, il faut intégrer ces services de santé mentale dans le système de santé. Et donc aujourd'hui, le défi qui se pose à tous les décideurs, les planificateurs, les prestataires, les cliniciens, les universitaires, c'est de dire comment on pense l'intégration des services de santé mentale dans nos systèmes de santé. Mais pour penser cela, il faut comprendre les concepts qu'on utilise. Donc, le premier concept, santé est égal à santé mentale plus santé physique. Alors, donc, je reviens encore sur... Donc, ça veut dire tout système de soins de santé qui vise la promotion, la prévention, les soins curatifs en santé. Ce système de soins de santé doit pouvoir justement prendre en compte ces deux piliers de ce système de soins de santé. Je laisse le pilier planification stratégique, depuis le versant administratif du système de santé,
Mais je parle de l'offre de services, de soins, parce que j'allais dire, c'est ça, c'est ce que tout le monde voit, de ce versant offre de soins. Donc, ça veut dire, notre système de santé doit pouvoir adresser de façon intégrée tout ce qui est service de santé mentale, promotionnel, préventif, curatif, en plus, avec tout ce qui est promotion de santé physique, de santé, promotion de prévention de soins curatifs de santé physique. Donc, vous comprenez très bien que quand on a cet élément, ce référentiel opératoire, il s'agit simplement de voir dans chacun de nos pays, est-ce que vraiment, dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux généraux, dans nos CHR, cette équation est résolue, elle est visible. Donc, à partir de ça, on peut analyser tous nos systèmes de santé. Et moi, depuis la Côte d'Ivoire, en voyant l'architecture de tout des systèmes de santé au Cameroun, je peux savoir si effectivement c'est un système qui est amputé de sa composante santé mentale, offre de services de santé mentale dans toute la pyramide sanitaire ou pas. Il suffit que je lise le plan national de développement sanitaire de tous les pays et ça me permet de voir clairement que c'est essentiellement à 90% ou bien 99%, on n'offre que des soins de santé physique. Mais ça va poser des problèmes j'allais dire, dans l'adressage des problèmes de santé. Alors, brièvement, quand j'ai fini de parler de santé mentale comme priorité de santé publique, comme le deuxième pilier du système de santé, il faut pouvoir donner des repères sur ce qu'on entend par santé mentale. Alors, ce que je peux vous dire comme troisième élément d'information, c'est que la santé mentale est aussi visible et est aussi prégnante que la santé physique. Mais je comprends que dans la formation, dans nos facultés de médecine, dans beaucoup de choses, la manière dont la santé mentale a été abordée, elle a été abordée sous l'angle curatif, non sous l'angle de la psychiatrie. Et donc, ce que les médecins généralistes, les médecins spécialistes de toute obédience ont à l'esprit, c'est leur cours de psychiatrie, d'un cours un peu ésotérique, si je peux dire, parce que les termes sont un peu bizarres, et peut-être aussi les enseignants. Or, la santé mentale, j'allais dire, a une logique, j'allais dire, il y a des indicateurs, j'allais dire, basiques. Donc, la santé mentale, c'est la santé des pensées, c'est la santé liée aux croyances, c'est la santé liée aux représentations. Et justement, toutes vos études CAP que vous faites, par exemple, vous dites attitude de connaissance des populations vis-à-vis du paludisme, vis-à-vis des consultations maternelles et infantiles, quand vous dites qu'il y a des barrières, les gens ont de fausses représentations, donc vous parlez de la santé mentale des populations. Quand vous dites il y a un refus des populations à utiliser, à se faire vacciner, à venir aux consultations prénatales, que vous faites une analyse, j'allais dire très souvent des études CAP, connaissances, aptitudes et pratiques, ce sont des études de promotion de santé mentale. Mais malheureusement, quand on finit de faire ces études, on ne tire pas les conséquences parce qu'on pense que la santé mentale, c'est la maladie mentale. Or, c'est la santé des perceptions. C'est-à-dire c'est les perceptions d'un individu ou bien d'une communauté. Donc, on parlera de santé mentale individuelle ou communautaire. Et donc, il y a une composante aussi émotionnelle. Comment la personne vit la chose. Troisième chose, il y a une composante comportementale, physiologique, sur le sommeil, la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, la vie sexuelle, c'est toutes ces différentes. Comment la personne se perçoit dans son corps, quelles sont les réactions somatiques. Donc, ça veut dire la santé mentale est une composante très large qui inclut la composante physiologique. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être cardiologue, mais si vous ne prenez pas en compte dans vos consultations la composante santé mentale,
de ces populations, mais vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Quatrième composante, c'est la composante comportementale. Je prends l'exemple toujours d'une consultation d'un cardiologue. Vous demandez à quelqu'un d'arrêter de fumer, d'avoir un comportement de santé favorable. Mais vous êtes en train de demander à cette personne de se débrouiller seule pour gérer sa santé mentale. Parce qu'il faut apprendre à quelqu'un, ou bien il faut soigner le comportement de santé tabagique de la personne, parce que c'est un comportement qui est déterminé par sa perception comportementale, par sa perception de fumer, ça lui fait du bien, mais prendre en compte la composante émotionnelle, tout son vécu. Donc, ça prend donc une consultation de cardiologie, soit vous faites une cardiologie, c'est de la cardiologie physique, mais en même temps, l'être humain qui est là, il vient à la fois avec des besoins de santé mentale et de santé physique en cardiologie. Parce que ce sont ces deux éléments qui vont influencer le parcours du soin d'un patient en cardiologie. Et donc, la santé mentale n'est pas quelque chose, on a fini de parler, et puis on a fini de faire la sauce, et puis on se rend compte que le piment manque. Non. C'est les deux composantes, et je reviens encore là-dessus, ce sont les deux composantes de la santé. Donc, un service de santé doit prendre en compte la composante service de santé mentale et service de santé physique. Je ne dis pas forcément que le professionnel a toutes les compétences, mais il est un acteur de première ligne dans l'adressage, dans l'identification, dans la prévention des problèmes de santé mentale. Alors donc, il y a toutes ces questions, il y a donc un service de santé mentale doit pouvoir offrir, un service de santé doit pouvoir offrir, j'allais dire plus ou moins tout ça, c'est-à-dire promotion, prévention, soins curatifs en santé mentale, en fonction de la pyramide sanitaire. On discutera tout à l'heure de ça. Et donc, on peut varier, voilà, la couleur verte, c'est un peu imagé, c'est la couleur de la bonne santé mentale. La couleur orange, c'est la couleur où la personne est exposée à des risques d'avoir des problèmes de santé mentale. Et le rouge, c'est la couleur où la personne a des problèmes de santé mentale qui nécessitent une prise en charge sérieuse. Alors, parlons de priorités de santé publique en Afrique. Et justement, c'est à l'aune justement de ces priorités que je vais vraiment adresser spécifiquement ces questions. Mais comme je le disais, je parle d'une approche très généraliste. Je ne suis pas dans la gestion des cas cliniques, mais vous pourrez poser des questions là-dessus, dans la gestion, comment on intègre la composante santé mentale. La deuxième composante de la santé. Alors, les priorités de santé publique actuellement, c'est comment couvrir les services de santé, surtout avec une bonne participation communautaire, avec tout ce qu'on parle aussi de l'engagement communautaire ou les stratégies communautaires, mais basées sur les soins primaires. Et donc, les priorités de santé en Afrique, c'est, j'allais dire, essentiellement 4 grosses priorités où tout le financement va vers ces priorités, tous les partenaires s'alignent et donc tous nos plans nationaux de santé s'alignent. La première priorité, naturellement, c'est la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. C'est le VIH, la tuberculose, c'est le paludisme. C'est les maladies non transmissibles avec 3 éléments clés, le diabète, l'hypertension, les cancers. Et puis, aujourd'hui, les nouvelles problématiques émergentes, c'est la santé des adolescents jeunes avec tout ce qui est politique contraceptive pour réduire le comportement à risque sexuel, tout ce qui est violence, tout ce qui est renforcement de la promotion de la santé chez les jeunes. Donc, c'est comme ça que nos pays définissent un peu nos priorités à partir des indicateurs de santé. Alors, ces priorités, malheureusement, il y a des indicateurs, mais ces indicateurs ne sont que des indicateurs de santé physique. Alors, donc, les défis actuels, à partir de ces priorités, on se rend compte que l'un des premiers défis de tous nos pays, c'est la question de la réduction des décès maternels et néonataux. C'est dans le cas du VIH, la tuberculose, c'est la rétention dans le soin et la question de l'observance thérapeutique parce que ça bascule dans les problèmes de maladies chroniques. Le troisième défi aujourd'hui, c'est la disponibilité des services de santé de qualité.
Et l'autre enjeu en matière de promotion de la santé, c'est l'acquisition de comportements favorables et durables. Mais vous comprenez avec moi que en prenant simplement le cas des consultations prénatales, si on n'agit pas sur la demande de service et l'offre de service, ça va poser problème. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pas parce qu'on a mis un centre de santé, une maternité dans un village, qu'on a donné l'information dans la communauté de l'importance de venir faire les consultations prénatales que la population va venir et qui viendront faire le nombre de CPN de qualité attendu selon nos indicateurs, selon le paquet d'intervention des centres de santé de mère-enfant. Si c'était évident, on n'allait pas faire des études CAP qui montrent souvent le gap qu'il y a entre ce qu'on attend, nos attentes, nos prévisions et ce qui est observé en termes de comportement de santé des populations. Ça veut dire qu'il y a toujours un gap. Mais qu'est-ce qui explique justement ce gap? Dans beaucoup de situations, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la santé mentale commence à être un enjeu de santé publique dans les services, dans les interventions publiques, on se rend compte que la composante santé mentale n'a pas été prise en compte. Parce qu'un prestataire, une sage-femme qui n'est pas en bonne santé mentale, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas épanouie, vous attendez quoi d'elle en termes de qualité de service? Une femme enceinte qui n'a pas confiance, qui ne croit pas que le centre de santé puisse l'aider à régler son problème de maternité, pourquoi vous voulez qu'elle fréquente le service? On pense que c'est évident. Non, il faut travailler justement sur les croyances, il faut travailler sur les perceptions, il faut travailler sur le comportement de ces populations. La sensibilisation seule ne suffit pas parce que c'est quelque chose de très superficiel. C'est en intégrant justement dans le paquet de services tout ce qui est promotion de la santé mentale, tout ce qui est prévention en santé mentale, qu'on peut améliorer les indicateurs de santé physique. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de perdus de vue, mais les perdus de vue, c'est on adhère à un système de santé en fonction des croyances, en fonction des représentations, en fonction des états émotionnels, en fonction des expériences vécues. Donc, un professionnel de santé qui ne prend pas en compte ça, ou bien un système de santé, ou bien un district, ou bien une région, ou bien au niveau planification, au niveau très stratégique de nos ministères, si ce n'est pas pris en compte, naturellement, on aura des mauvais indicateurs de santé. Alors, donc, je mets la priorité, l'année de santé. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions manquées où très souvent, on s'occupe, dans le suivi des enfants, on s'occupe souvent des paramètres anthropométriques, c'est-à-dire le poids, la taille, gérer les questions d'état nutritionnel, mais tout ce qui est développement de l'enfant, son état émotionnel, son état cognitif, son état intellectuel, son état relationnel, puis de cela, on passe à côté parce qu'on pense que ça ne fait pas partie j'allais dire, du paquet de services mère-enfant. Malheureusement, la conséquence, c'est qu'on va avoir souvent avant 5 ans des enfants handicapés, simplement parce qu'on ne s'est pas occupé de la deuxième composante de la santé mentale et du développement de la petite enfance. Et j'ai tendance à dire, ça sert à quoi de sauver des vies sur le plan biologique et de les laisser mourir socialement parce qu'on ne s'est pas occupé très tôt de leur santé mentale à la naissance. Donc, que d'occasions manquées, où vous voyez la sage-femme qui est là, elle est de bonne foi. Ce qu'elle fait, elle est formée à ses indicateurs physiques. Donc, elle va chercher à observer des paramètres somatiques du développement de l'enfant. Mais l'enfant n'a pas qu'une santé physique, il a aussi une santé mentale, développementale, qui nécessite une prise en charge précoce. Les consultations postnatales dans les maternités, vous voyez la sage-femme qui donne de l'information, mais ça peut être des espaces justement où on parle de promotionnel, où on parle du vécu. Une femme qui est enceinte et qui est victime de violence conjugale ou bien elle a été abusée sexuellement, elle a quel espace qu'on lui offre pour pouvoir échanger sur sa santé mentale, sur son bien-être? Parce que si on ne fait pas ça, ça va avoir un impact sur le devenir, sur le processus, j'allais dire, des CPN, ou bien même sur l'évolution du poids de naissance de l'enfant, parce qu'il y a des éléments de preuve aujourd'hui qui montrent que la santé mentale de la mère
a un impact direct sur le développement du nouveau-né. Alors, on continue. Aujourd'hui, le focus est fait justement sur tout ce qui est, j'ai donné un exemple, ça c'est pour la Côte d'Ivoire, sur Covid, tout ce qui est vaccination, se protéger, voilà. Mais les barrières liées à la vaccination Covid sont liées à des croyances. Donc, ça veut dire qu'il y a des interventions en santé mentale qui permettent d'améliorer, de booster les indicateurs. Et justement, il y a toutes ces questions d'activité de nutrition où ce qui intéresse plus, c'est donner des médicaments, donner des déparasitants, donner telle chose. Mais puis, on ne s'occupe pas de la santé mentale des enfants de 0 à 5 ans. Et malheureusement, beaucoup de problèmes de santé mentale surviennent justement avant l'âge de 5 ans et vont compromettre, j'allais dire, le développement de l'enfant et donc de l'adolescent. Je poursuis. Alors, donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de renforcer, voilà, d'intégrer, c'est-à-dire cette deuxième composante qui a été beaucoup occultée, simplement c'est de l'intégrer, et ça va créer naturellement beaucoup de changements de paradigme et donc une bonne planification intégrée des interventions. Et la santé mentale ne sera pas quelque chose qu'on vient d'ajouter à quelque chose, mais c'est quelque chose qui sera structurel et qui va être construit concomitamment depuis le niveau stratégique jusqu'au niveau communautaire. Et donc, pour avoir une pyramide de santé claire, depuis le niveau communautaire, le niveau primaire et établissement de premier contact, le niveau de l'hôpital de référence jusqu'au niveau spécialisé, on doit pouvoir construire un système de santé mentale cohérent, intégré à tous les services de santé qui existent. Alors, parlant justement d'intégration, il y a 4 éléments clés qui sont importants. Il y a le défi, on a réglé la question du VIH, la tuberculose en Afrique parce qu'il y a une délégation des tâches avec une supervision formative continue, quelque chose qui est intégré dans le paquet, dans le plan d'action des districts humains des régions. Et donc, pour les questions de santé mentale, il s'agira aussi de définir un paquet de services de santé mentale intégrés et qui est adapté aux différents niveaux de la pyramide. C'est que l'acteur communautaire ne fera pas ce que l'infirmier ou bien la sage-femme fait dans un centre de santé. La sage-femme ne fera pas ce que un médecin généraliste qui est au niveau de référence ou bien un infirmier spécialiste ou bien quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est des paquets intégrés où chacun a un certain niveau d'intégration dans le système. Donc, mais l'intégration doit se faire en même temps, concomitamment à toutes les planifications stratégiques. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, quand on parle en même temps on doit gérer les questions de VIH en Afrique, comme je vous ai dit, on doit dire, parce que c'est un problème de santé physique, VIH, en même temps, on doit faire santé mentale plus santé physique pour adresser la question du VIH. Donc, la planification doit se faire à tous les niveaux. La coordination doit se faire à tous les niveaux et le renforcement doit se faire à tous les niveaux. Mais pour cela, il y a une condition très importante, et c'est ce qui fait que je fais cette session d'orientation, parce que parmi vous, certainement, il y a certains qui sont médecins-chefs, il y a certains qui vont être décideurs, mais s'ils ne comprennent pas la place de la santé mentale dans le système de santé, ils vont construire un hôpital psychiatrique loin, très loin de la ville et penser qu'en construisant un hôpital psychiatrique, on a intégré les services de santé mentale dans les services de santé. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on construit un hôpital psychiatrique que ça veut dire qu'on a fait de l'intégration. Ce n'est pas parce qu'on a affecté un médecin dans un hôpital, ça veut dire qu'on a intégré les services de santé mentale dans l'hôpital. C'est plus compliqué que cela. On peut faire une intégration, une affectation d'un acteur, d'un professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on a intégré dans toute la stratégie, dans tout le système de santé, les interventions de santé mentale. C'est la raison pour laquelle, justement, les programmes nationaux de santé mentale dans les différents pays sont le levier stratégique pour pouvoir implémenter toutes les stratégies de l'OMS. Alors, donc, rapidement, un programme national de santé mentale. Pour la Côte d'Ivoire, on a un programme qui est autonome et qui montre justement que l'État de Côte d'Ivoire, donc le ministère de la Santé, fait de la santé mentale une priorité. Et encore, il faut maintenant l'opérationnaliser. Il y a tout un cadre, j'allais dire institutionnel qui est là,
Maintenant, il faut pouvoir l'animer, il faut donner du contenu, il faut donner de la visibilité pour que justement il y ait une collaboration avec les autres programmes de santé, avec les autres ministères, avec les ONG partenaires de développement. Voilà. Pour terminer, 10 conseils pour une bonne santé mentale, parce qu'il faut s'occuper aussi de la santé mentale des prestataires cliniques, des santé des médecins généralistes, et puis aussi au niveau communautaire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur, pour cette brillante communication. Nous allons passer sans plus attendre à la deuxième phase, c'est la phase des débats. Et donc, je vais demander dans l'assistance s'il y a des personnes qui aimeraient intervenir par rapport aux différents aspects qu'a abordé le professeur. Si vous aviez des remarques, des interrogations, des apports à faire, s'il y a des choses dont vous aimeriez discuter, c'est le moment. Il suffira de lever la main et je me ferai le plaisir de vous donner la parole. Oui, je donne d'abord la parole à Monsieur Jean-Claude. Après, ce sera le tour du professeur Abou et Monsieur Jean, ouais, je pense, un truc comme ça, si j'ai bien dit. Monsieur Jean-Claude, vous avez la parole. Je vous prie de vous présenter à l'assistance et de poser votre préoccupation. Oui, moi c'est Dr Jean-Claude Mugangu, je suis de la République démocratique du Congo. Je travaille au secrétariat général à la santé de la République démocratique du Congo, où je suis le responsable dans le programme national de réadaptation à base communautaire et je m'occupe des aspects liés à la planification dans le programme. Alors, ma question consiste à savoir quelle est la place que le professeur donne aux déterminants sociaux de la santé pour l'intégration de la santé mentale dans le système de santé. Ça, c'est la première. La deuxième petite question que je voulais aussi comprendre, c'est comment, de manière pratique, on doit faire la mise en œuvre de l'intégration de la santé mentale dans les différents programmes de santé que nous avons dans le ministère. Merci, je vous remercie pour ces deux questions. Merci à vous, Monsieur Jean-Claude. Professeur, c'est à vous de décider si vous voulez qu'on prenne personne par personne ou si vous voulez qu'on prenne tout le monde ensemble. Vous préférez répondre par personne? Pour moi, ça me gêne pas. Je ne sais pas, peut-être ça va. Si on peut prendre 3 questions, certainement les choses vont se regrouper pour que je puisse. D'accord. Donc, je vais laisser le professeur Abou Sir se présenter et poser sa préoccupation. Bonjour, merci beaucoup. Je remercie le professeur pour sa présentation qui est fort intéressante pour utile, qui est aussi d'actualité. Alors, moi, j'ai une préoccupation majeure quand j'entends parler d'intégration d'aspects de santé mentale dans les soins de santé. La plupart du temps, les gens pensent qu'il s'agit de prendre les services de psychiatrie et de les mettre dans les hôpitaux généraux. C'est la compréhension globale que les gens, globalement, dans le système de santé, dans le système de santé globalement qu'ils ont, en disant intégrer la santé mentale, il s'agit de prendre les services de psychiatrie, les mettre dans les hôpitaux, de mettre des hôpitaux généraux et de faire disparaître les hôpitaux psychiatriques en prétextant qu'il faut lutter contre la stigmatisation de la psychiatrie. C'est 2 aspects. Alors, les gens pensent globalement que c'est des aspects qui s'excluent mutuellement, alors que ce n'est pas des aspects qui s'excluent mutuellement. Je pense que autant on a besoin
pour des soucis d'accessibilité, de rapprocher la santé mentale de la communauté en implantant des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, autant il faudrait, dans le but de faire développer la recherche dans le domaine de la santé mentale, avoir des hôpitaux psychiatriques spécialisés qui vont prendre de façon spécifique les cas de psychiatrie avérés et faire aussi de la recherche dans le domaine de la psychiatrie. Je suis content d'entendre l'exposé du professeur Roy, de développer les aspects, les composantes de la santé mentale qu'il faudrait prendre en compte dans le système de soins de santé globalement. Moi, je ne veux pas dire que la santé mentale est le deuxième pilier. Je préfère dire que la santé mentale est un pilier, comme la santé physique est un pilier. Mais non seulement c'est des piliers, mais c'est des piliers qui sont en interconnexion. Parce que, comme le professeur Roy l'a démontré, on ne peut pas écarter la santé mentale d'un côté et la santé physique de l'autre côté. C'est deux choses qui vont ensemble. Et je pense que tant que les gens ne vont pas comprendre cela, cela posera problème. Et la meilleure façon, face au défi de sous-population, de psychiatres, de psychologues, en tout cas de travailleurs de la santé dans le domaine de la santé mentale, auquel nous faisons face aujourd'hui en Afrique et presque dans tout le monde, je pense que ce serait, comme il l'a annoncé, d'intégrer cet enseignement dans le cours de façon transversale dans les différentes unités d'enseignement. Que les gens sachent que la santé mentale n'est pas quelque chose qui est à côté de la santé physique, mais c'est des choses qui sont en interconnexion, c'est des choses qui vont ensemble. Et dans cette approche, je pense qu'il n'a pas voulu le développer, mais il a parlé globalement de cette approche individuelle et de l'approche communautaire. Et les gens maintenant ont compris que cette approche communautaire, contrairement à ce que aussi beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de faire beaucoup de bruit, de faire de l'information et de l'éducation, il s'agit d'aller au plus près des populations, à leur offrir un système de santé qui soit concurrentiel. Concurrentiel de quoi? De la médecine traditionnelle, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, le grand problème des systèmes de santé, en tout cas à mon sens, que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'accessibilité. D'accessibilité autant géographique que économique. Parce que, tout simplement, les déplacements sont difficiles en Afrique. Donc, et les hôpitaux, les grands hôpitaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faudrait voir comment faire pour développer l'offre de services au niveau périphérique, d'une part. Mais d'autre part aussi, il faut que financièrement, cette offre de services soit accessible. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas le faire en faisant payer aux populations les consultations, les explorations et les ordonnances. C'est pour cela que, à mon sens, c'est un point de vue personnel, les tradithérapeutes pullulent en Afrique parce qu'ils se rendent beaucoup plus accessibles. Ce n'est pas qu'ils soient beaucoup plus efficaces que nous, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles géographiquement et donnent l'impression d'être beaucoup plus accessibles financièrement, même si après, quand on fait le cumul, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés même plus que dans la médecine moderne. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est le grand défi. Comment faire pour que le système de santé soit accessible? Voilà. Donc, moi, et ça, c'est une réflexion. Je pense qu'en Europe, si le système de santé est accessible, parce qu'ils se sont appuyés sur les assurances. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la promotion des assurances maladie, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on aille dans ce sens. Merci beaucoup. Et je me présente, je suis le professeur Aboussi, je suis psychiatre et je suis du Sénégal. Je suis enseignant, chercheur au niveau de l'Université de Dakar. Merci beaucoup. Merci. Enchanté, déjà avec votre voix, on pouvait savoir qu'on avait affaire à un Sénégalais. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en toute sécurité. Alhamdulillah, on gère. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer le professeur Roy une fois de plus. Je n'ai pas vu depuis Dakar. Cher ami, bonjour. D'accord. Je vais laisser la parole à la dernière personne qui a levé la main, à savoir M. B. John Wick.
Je pense que c'est ça. Béranger. Désolée si j'ai mal prononcé. Ok, c'est docteur Janway Béranger. D'accord. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Très bien. Ok, très bien. Merci bien, professeur Quoi. Je suis docteur Janway Béranger. Je suis médecin et directeur médical au centre médico-social Walais à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est un honneur de rencontrer le professeur encore sur le réseau. Professeur, bonjour. Bonjour. Et c'était pour moi une occasion encore d'apprécier tout ce que vous faites actuellement pour la santé mentale en Côte d'Ivoire. Déjà de Boaké, vous êtes maintenant devenu le coordonnateur. Je pense que les choses vont avancer ici en Côte d'Ivoire. Et bien, moi, au niveau de la définition de la santé, c'est vrai que je n'ai pas fait attention vraiment à cette partie santé mentale qui est associée à la santé physique. Et je pense qu'il nous faut déjà changer de paradigme. Parce que si on ne change pas, ça sera vraiment difficile. On va commencer à rester seulement curatif, en train de soigner le paludisme, et puis bon, on laisse les autres, c'est-à-dire la santé mentale. Et moi, dans mon expérience, j'ai constaté cela. Je m'occupe également des patients vivant avec le VIH, avec le programme. Et là, on se rend compte que même nos médicaments que nous donnons, bon, souvent c'est efficace, mais souvent aussi ça cloche parce que la personne n'est pas définie seulement par son physique. Il y a le mental aussi, que vraiment on rencontre des difficultés à percer cela. Donc, en parlant de l'intégration de la santé mentale dans nos programmes, je me demande, on dit il faut l'intégrer, il faut intégrer, mais moi je veux être plus concret. On intègre comment et où? Et quand je regarde le programme de lutte contre le VIH-Sida, je vois qu'on a toujours eu tendance à intégrer toutes les activités communautaires. Donc, on prend en compte les besoins de la population. Et donc, je me dis que Allô? les acteurs de ce... Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, Allô? on vous entend. On vous Donc, reçoit. je me dis que les acteurs de ce domaine-là doivent être imprégnés de la santé mentale parce qu'il y a une dimension psychologique qu'ils doivent gérer. Et donc, nous, on ne sait pas. Donc, on nous apprend seulement le traitement, on nous apprend seulement comment gérer les effets indésirables, comment faire la biologie. Et puis, bon, la psychosociale, on dit, bon, il faut gérer le malade en connaissant ses besoins. Mais bon, on n'a pas je vais dire, de formation, bien de prérequis même pour ce domaine. Et là, on a des perdus de vue, comme on le dit, on a des perdus de vue, on a des malades qui abandonnent leur traitement et le sens des traitements curatifs, ou bien des pathologies chroniques en Afrique ici, on ignore totalement. Donc, j'aimerais voir un peu par où on commence l'intégration de la santé mentale dans nos programmes de santé parce qu'il y a beaucoup à faire, on ne sait pas où commencer. Et moi, je me dis que si on commence par les maladies que nous avons vues comme priorité, le VIH, la tuberculose, le paludisme, bon, on pourra arriver quelque part à faire au moins quelque chose, à comprendre et à aider cette population. Donc, je demande, on a plein de partenaires financiers, techniques qui sont là, qui nous appuient. Pourquoi ne pas intégrer vraiment cette composante mentale-là dans la santé, comme on le dit, avec la prise en charge de VIH? On le dit, aujourd'hui, on va organiser peut-être une session de formation sur tel type, bon, je dis, tel cas qu'on retrouve avec les malades. Donc là, les médecins vont commencer plus à s'y intéresser. Parce que lorsqu'on parle de santé mentale, on parle toujours du fou. On a toujours l'impression le fou dans la tête. Et bon, on ne veut même pas les approcher. Et donc, c'est difficile de pouvoir intégrer ça dans notre centre de santé. Donc, je veux dire, c'est pour moi un cri de cœur. Mais je me dis que si on a l'habitude de constater cela dans nos consultations quotidiennes, bon, on va faire une prévention et puis on ne va pas avoir ces fous qui se baladent ici et tout cela. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des centres spécialisés pour prendre en charge les pathologies psychiatriques, mais nous, les acteurs, les médecins, bon, on est formés sur le curatif, alors que le curatif, c'est un médecin généraliste, il ne va pas tomber sur des curatifs, il va tomber sur des symptômes qui vont peut-être dégénérer au fur et à mesure. Donc, ma question et ma préoccupation, c'est par où on commence à intégrer la santé mentale
dans notre système de santé? Par où? C'est une question que je laisse au professeur de répondre. En tout cas, merci encore, professeur, pour votre intervention. On vous suit. Merci beaucoup à vous. Merci pour les différents apports et les cris de cœur et aussi le partage des pensées. Je pense que je vais laisser le professeur répondre à tout ça. Et je demande à ceux qui ont déjà intervenir de supprimer leur lever de main afin de me permettre de voir les nouvelles personnes qui viendront. Merci. Alors, merci pour la contribution du professeur Aboussi. Alors, je vais répondre, j'allais dire de façon très pratique. En commençant, je donne un exemple très simple, parce que l'intégration doit se faire à tous les niveaux du système. Je dis bien à tous les niveaux. Pourquoi il faut le faire à tous les niveaux? Parce que l'intégration des services de santé mentale, je vous donne un exemple. Si vous êtes directeur d'un programme, d'une organisation, d'une ONG qui intervient dans le VIH, ou bien dans de la tuberculose ou le paludisme, si vous n'avez pas une bonne compréhension de ce que c'est que la santé mentale dans sa composante promotionnelle, prévention et soins curatifs, vous ne pourrez jamais faire une bonne planification des activités et vous ne pouvez pas budgétiser ces activités. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, j'ai analysé un peu les programmes, par exemple, du VIH ou de la tuberculose. Et aujourd'hui, ce qui ressort le plus, c'est ils ont un dispositif qu'ils appellent soins et soutien ou bien prise en charge psychosociale. Du point de vue, j'allais dire programmatique, du point de vue de la santé publique, tel que c'est fait, ce n'est pas, j'allais dire d'une certaine manière, bien structuré de telle sorte qu'on comprenne que lorsqu'on veut adresser les questions de VIH ou bien de tuberculose, il faut intégrer dans ces activités de santé physique VIH, intégrer les activités de santé mentale VIH. Pourquoi je le dis à un niveau programmatique? Parce que s'ils ne comprennent pas, ce sont eux qui vont écrire les projets. Ce sont eux qui vont faire la planification des activités. C'est eux qui sont dans le suivi et l'évaluation. Ce sont eux qui doivent budgétiser tout. Mais c'est celui qui budgétise, qui fait son budget. Imaginez, vous êtes une mère et puis vous avez le budget pour aller faire un repas, pour aller faire le marché. Vous devez faire une sauce, je dis une sauce africaine. Vous devez prendre des ingrédients. Donc, vous allez budgétiser. Si vous avez un budget, je dis de 1000 francs pour faire le marché, et que vous avez pris 900 francs uniquement pour payer la viande, ce qui va rester, c'est 100 francs pour les condiments. Malheureusement, en matière de santé mentale, c'est souvent 5 francs qui est consacré pour les activités de santé mentale, parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire l'intégration de la santé mentale dans un programme VIH. Et les 5 francs vont être quoi? Très souvent, les gens font des appels d'offres, on veut un psychiatre ou bien on veut un psychologue pour la composante santé mentale, soutien psychosocial. Ce n'est pas parce que vous avez affecté, vous avez identifié un acteur en santé mentale que vous avez fait de l'intégration. Je vais vous donner un autre exemple. Ce n'est pas parce que dans la question de la résolution du VIH, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une intégration du VIH dans les soins primaires au niveau communautaire? Je vous ai donné un mot, c'est ce qu'on appelle la délégation des tâches supervisées. L'agent de santé communautaire a une activité, a des activités spécifiques en matière de santé mentale. L'infirmier qui fait la prise en charge, le suivi clinique, a un paquet d'activités. Au niveau du district sanitaire, il y a des points focaux. Il y a des indicateurs de santé VIH au niveau communautaire, au niveau clinique. Au niveau programmatique, planification, dans le plan stratégique national,
on voit clairement identifier des stratégies de haut niveau qui descendent jusqu'au niveau communautaire. C'est ça qu'on appelle déjà l'intégration dans le système. Ce n'est pas l'intégration d'un acteur, fût-il spécialiste, psychiatre ou psychologue, que ça veut dire qu'on a intégré les services de santé mentale dans le service VIH. Pour faire l'intégration, c'est quoi? L'agent de santé communautaire mène des activités communautaires. Donc, il doit avoir des indicateurs promotionnels, il doit avoir des indicateurs préventifs et des indicateurs curatifs de la même manière qu'il a des indicateurs prévention, promotion et soins curatifs VIH. Je dis de la même manière. C'est à cause de ça que je dis santé est égale santé mentale plus santé physique. Donc, ça veut dire, ce n'est pas que j'ai fini d'écrire mon projet que je dis, tiens, bon, appui psychosocial, je vais recruter un psychologue. Ce n'est pas de l'intégration. C'est une intégration d'un acteur, mais ce n'est pas l'intégration dans le système. Parce qu'il y a des implications budgétaires. Et pour faire l'intégration, il faut que celui qui planifie, qui est chargé de la planification stratégique de son organisation, doit comprendre que cette planification se fait d'abord à son niveau, jusqu'au niveau communautaire. Donc, tous les acteurs doivent être capacités. Je dis bien, tous les acteurs doivent avoir un paquet d'interventions en santé mentale. Mais ce paquet d'interventions, ça va prendre en compte tout ce qui est cadre de coordination, tout ce qui est supervision, tout ce qui est production d'indicateurs cliniques et communautaires, tout ce qui est rapportage, tout ce qui est réunion de coordination, de la même manière qu'on fait avec tous les autres programmes. Et donc, il y a une incidence financière. Vous n'allez pas prendre 90% de votre budget pour faire que des soins physiques. Si vous comprenez bien l'intégration telle que je suis en train de dire, ça veut dire qu'au minimum, vous prenez un tiers de votre budget pour commencer, pour amorcer un processus réussi d'intégration. Maintenant, dans la mise en œuvre pratique, nous, on a fait cette expérience dans le centre de Boaké, dans le Béquet, en Côte d'Ivoire, où on a fait une approche par site dans un premier temps. Mais ça, c'était, j'allais dire, l'intégration des soins psychiatriques, parce que c'est très important. Donc, c'est-à-dire, c'est l'intégration de la composante curative en santé mentale qu'on a commencé. Et progressivement, on est en train de faire intégrer la composante promotion et prévention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment les interventions de santé mentale peuvent réduire la stigmatisation chez les personnes vivant ou l'autostigmatisation dans le cas du VIH. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Et ça va nécessiter au niveau communautaire des actions de mobilisation communautaire en santé mentale, soit au niveau des groupes spécifiques, soit au niveau des communautés, soit au niveau de la famille ou bien du patient. Donc, vous comprenez que l'intégration, ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est quelque chose de concret avec des indicateurs clés d'activité communautaire, avec des délégations de tâches, avec une supervision régulière, une supervision formative. Donc, il faut faire, quand on est dans un programme ou dans des projets, c'est différent lorsqu'on se trouve, j'allais dire, dans les structures hospitalières. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Aboussi, la plupart de nos pays, l'investissement en matière de santé mentale est centré sur affecter un psychiatre dans un hôpital général ou bien d'un CHU. Et souvent, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Parce qu'on pense que la santé mentale, c'est un peu comme la cardiologie, les malades vont venir. Mais je vous ai dit, la santé mentale, il y a le volet curatif. Mais imaginez, si la communauté n'identifie pas les problèmes de santé mentale comme des problèmes de santé, quelles sont les actions à mener? Donc, il faut mener des actions pour susciter la demande des services. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une stratégie communautaire à mettre en place, avec des indicateurs précis. Deuxième chose, si vous décidez dans un hôpital d'avoir un service de psychiatrie, ça veut dire que ce service de psychiatrie, déjà, doit pouvoir gérer les cas psychiatriques qui viennent directement dans le centre, mais qui sont identifiés dans les différents services. Mais ça va nécessiter
deux choses. Ça va nécessiter que les autres professionnels des autres services ne pensent pas qu'ils n'ont pas à développer cette compétence en matière de prise en charge psychologique des patients hospitalisés. Il y a beaucoup de patients aujourd'hui qui ont peur des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce que le professionnel de santé lui-même n'est pas en bonne santé mentale. Donc, il ne peut pas offrir des services de santé de qualité. Je ne sais pas si vous comprenez où on va dans l'intégration. L'intégration vise à améliorer même la performance du prestataire, de tous les types de services. Imaginez une sage-femme, et je reviens là-dessus, qui est seule dans un village. C'est sa première expérience professionnelle. Qui ne sait pas écouter les patientes. Qui ne développe pas de l'empathie. Qui ne sait pas repérer des signes de détresse psychologique et pouvoir soutenir psychologiquement en première intention. Et travailler en lien avec des acteurs communautaires pour travailler sur les croyances des patients. Mais vous voulez quel résultat optimal en matière d'indicateurs de santé mère-enfant ou bien en matière de couverture CPN? Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de dérouler une stratégie d'intégration de la santé mentale dans les services mère-enfant qui vont à la fois centrer sur s'occuper de la santé mentale des prestataires de ce centre de santé et aussi des bénéficiaires des services du centre de santé et travailler avec la communauté. Donc, la santé mentale concerne toutes les femmes enceintes ou les jeunes filles en âge de procréer. Je donne un autre exemple sur la question de du paludisme. L'une des stratégies qui est donnée en prévention, c'est de distribuer des moustiquaires. Mais quand vous avez fini de distribuer des moustiquaires, est-ce que vous avez les indicateurs de distribution? Mais vous n'avez pas les indicateurs d'utilisation. Ce n'est pas parce que vous avez distribué des moustiquaires que les gens vont utiliser ces moustiquaires, que les gens croient en l'efficacité. Donc, des interventions en santé mentale promotionnelles au niveau communautaire vont aider à l'utilisation rationnelle des moustiquaires et par voie de conséquence à réduire les cas graves du paludisme. Et parlant de cas graves de paludisme, si la population ne croit pas que le paludisme se soigne dans un centre de santé, vous pouvez faire toutes les affiches du monde, ils ne vont pas utiliser les services. Ce sont des interventions promotionnelles qui vont travailler sur les croyances, qui vont travailler sur les représentations, qui vont travailler sur les perceptions, qui vont travailler avec les autres acteurs de santé non conventionnels, qui vont faire qu'à un certain moment, il y a une synergie d'action qui fait qu'on pourra améliorer l'utilisation des services et donc booster les indicateurs de santé. C'est ça l'intégration des services de santé mentale qui vont naturellement être spécifiques par thématique ou bien par domaine prioritaire de santé publique. Donc, ce n'est pas que l'intégration du diagnostic psychiatrique de première ligne dans les centres de santé. C'est une bonne chose. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, parce qu'un patient qui est VIH, il y a un risque de dépression. Le fait d'avoir formé l'infirmier généraliste dans le centre de santé, il peut identifier la dépression chez le patient diabétique, chez le patient hypertendu, chez le patient VIH, chez le patient TB ou bien chez d'autres populations. Donc, vous voyez l'avantage d'intégrer les services de santé mentale parce que ce sont les mêmes acteurs, mais qui développent au fur et à mesure, à partir d'une supervision, une expertise et ça permet justement de construire une pyramide de santé. Parce que dans beaucoup de nos pays, on a un plateau en matière d'offres de services psychiatriques parce que tout est centré sur les hôpitaux psychiatriques. Et ce n'est pas performant pour un système de santé. Et quand on parle d'intégration, il faut que dans le plan d'action de la région sanitaire ou bien du district, on voit apparaître clairement les axes stratégiques, les indicateurs d'activité de santé mentale. Parce que si on ne le fait pas, l'infirmier qui est prestataire de première ligne ne voit pas l'importance de mener des activités de santé mentale parce qu'il va dire non, c'est une affaire de spécialistes. Et il n'existe pas d'indicateur dans le système d'information sanitaire.
Donc, on ne va pas avoir d'informations. On n'aura que des informations des hôpitaux psychiatriques. Mais pour venir d'un hôpital psychiatrique, il y a des barrières. Et donc, pour réduire ces barrières d'accessibilité géographique, financière ou sociale, il faut justement aller vers l'intégration dans tous les domaines du système. Alors, donc, ça permet de répondre justement à la question du collègue je pense, du Congo, sur la question, il est dans un programme, j'allais dire, de réadaptation. Mais c'est pareil. Quels sont les objectifs de ce programme? Parce que ces mêmes personnes qui peut-être ils ont un handicap physique, ce sont des personnes, on doit s'occuper de leur santé mentale parce que si on ne s'occupe pas de leur santé mentale, ils vont être exposés à des risques de problèmes de santé mentale. Par exemple, ça peut être un cas de suicide. Et donc, pour ça, il faut planifier dans votre programme, il faut le budgétiser. Donc, il faut faire la part des choses entre les acteurs de première ligne, de seconde ligne et de troisième ligne en santé mentale, qui sont soit des prestataires cliniques. Il faut faire la part des choses entre les planificateurs de ces activités, entre les coordonnateurs de ces activités et les acteurs communautaires. Donc, ça veut dire que c'est tout le système qui doit intégrer la composante santé mentale et budgétiser. De la même manière qu'on fait une planification budgétaire de toutes les activités VIH, nutrition, paludisme, on doit budgétiser tout cela. Mais en même temps, vous comprenez que ça peut faire exploser le budget, mais en même temps, il faut comprendre que c'est un principe d'abord. C'est la base de la construction d'une intégration. Parce que ça sert à quoi? Je donne un exemple. Vous êtes un programme sur les mutilations génitales féminines. Et puis vous dites, bon, dans le projet, on va former 30 travailleurs sociaux pour pouvoir faire le suivi. Bien. Vous avez budgétisé les ateliers de formation, mais vous n'avez pas budgétisé le processus d'intégration de la santé mentale dans le programme de fistule obstétricale. Parce que intégrer la composante santé mentale va dire que depuis le niveau, vous allez planifier le nombre d'activités, d'ateliers à faire. Vous devez planifier le nombre de supervisions à faire. Vous devez planifier le nombre d'activités de coaching, de renforcement des capacités. Vous allez identifier la production d'indicateurs cliniques et communautaires qui vont permettre d'améliorer vos interventions de santé. Donc, ce n'est pas une affaire de dire je recrute un psychologue ou un psychiatre. Ça va au-delà. Parce qu'il y a des activités communautaires en santé mentale à faire dans la communauté, avec les associations communautaires pour travailler leur représentation, pour travailler leurs croyances. Il y a à faire avec les familles, il y a à faire avec les personnes les femmes qui sont porteuses de fistules obstétricales. Parce que ce n'est pas pour eux tous que la chirurgie marche. Et quand bien même la chirurgie marche, le fort niveau d'auto-stigmatisation, de stigmatisation va nécessiter tout un processus de reconstruction psychologique. Et donc, il faut planifier cela. Et il faut budgétiser cela avec des indicateurs clairs. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci en tout cas. On sent le psychiatre passionné que vous êtes. Et qui a voulu me convertir en psychiatre dès le premier jour, je vous ai appelé. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce que je dis, c'est justement l'erreur, ce n'est pas d'avoir les psychiatres partout. C'est un peu comme si vous me dites pour gérer la question de... Mais l'acte médical, oui. J'ai tendance à le dire, l'acte médical le plus difficile a été délégué. Vous savez c'est quoi? C'est l'accouchement. C'était délégué depuis toujours dans notre système de santé aux sages-femmes. Parce qu'il y a deux vies qui sont en jeu. Il y a la vie de la mère et il y a la vie de l'enfant. Donc, ça veut dire, si on a intégré, on a délégué cette tâche à une sage-femme généraliste qui est en première année d'exercice, ça veut dire que pour la santé mentale, il faut démystifier les choses, il faut déléguer. Et donc, le rôle aujourd'hui des psychiatres ou bien des spécialistes en psychiatrie, c'est d'être des coordonnateurs d'activité, d'être des superviseurs. Et eux, ils sont en deuxième ou troisième ligne pour gérer les cas les plus compliqués. Pour régler le problème du VIH, on ne va pas mettre des infectiologues dans tous les centres de santé. Pour régler la question du paludisme, on n'a pas mis des infectiologues encore dans tous les centres de santé.
pour régler la question de l'hypertension. Aujourd'hui, c'est justement d'aller vers, faire de telle sorte que l'infirmier ait un paquet d'interventions pour prendre en charge l'hypertension, pour prendre en charge le diabète. Et donc, pour la question de la santé mentale, il ne s'agit pas d'avoir des psychiatres partout, mais il s'agit de donner un paquet d'activités santé mentale à tous les acteurs et chacun selon son niveau d'intervention. C'est ça l'intégration de la santé mentale dans le système. Il y a l'intégration avec les acteurs, mais il y a l'intégration au niveau planification stratégique. Donc, c'est en voyant la santé mentale du point de vue santé publique qu'on règle les problèmes de santé mentale dans la plupart de nos pays africains. On ne réglera pas nos problèmes de santé mentale par la construction des hôpitaux psychiatriques. Mais les hôpitaux psychiatriques sont importants dans le dispositif de soins. Mais ils doivent intervenir en troisième intention, pas en première intention. C'est un peu comme les services de maladies infectieuses, ils n'interviennent pas en première intention dans la gestion du VIH ou bien de la tuberculose, ou bien du paludisme, qui sont des maladies infectieuses. Mais c'est l'approche santé publique justement qui a permis de régler ces problèmes de santé. En tout cas, merci beaucoup pour ces différentes explications. Je pense qu'on en a beaucoup gagné ce matin. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des personnes qui aimeraient encore intervenir, qui aimeraient poser peut-être des préoccupations, faire des apports ou partager des expériences. Je vais attendre quelques minutes, histoire de prendre les différentes... Oui, monsieur Christian, vous avez la parole. Oui, bonjour professeur, bonjour madame Pascaline. Bonjour. Bonjour. Bien que je vous ai suivi en retard, je suis arrivé au moment où vous posiez déjà des questions. Alors, cher professeur, en vous entendant parler, j'ai l'impression que comme le monde évolue désormais, nous serions obligés d'intégrer dans tous les hôpitaux, y compris tous les centres de santé, les systèmes de psychoclinique. Pourquoi? Parce que actuellement, le monde est dans un système où le pourcentage de maladies, je prends par exemple les maladies cardiovasculaires, sont exponentielles. Oui. Alors que en vous entendant parler, c'est comme si les conseils donnés par le médecin ne suffisent pas. Il faut un accompagnement psychoclinique. Mais non, cet apport-là, est-il normal? Bon, je vous pose la question, ça serait normal ou ça serait possible que le médecin se fasse former dans la psychoclinique, ou bien il faut qu'on encourage le jeune à faire la psychoclinique ou un département de psychologie pour les intégrer dans le système de santé afin d'avoir les résultats escomptés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelles sont les branches exactes ou les branches déterminées où nous devons avoir obligatoirement une assistance psychoclinique? Je crois que d'autres questions peuvent arriver parce que je n'ai pas eu le temps de suivre tous les études arrivés en retard. Je m'excuse encore. Est-ce que vous pouvez reprendre la deuxième question? Je ne comprends pas bien. J'ai dit, la deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'il y a des branches de médecine, bien déterminées où nous devons obligatoirement, nécessairement avoir une assistance psychoclinique, ou bien ce sont toutes les branches dans leur entièreté? Quand je parle de branches, je vois les 4 grands départements dans la médecine interne, la gynéco, la pédiatrie, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des branches bien déterminées? On ne peut pas y passer sans avoir une assistance psychoclinique, ou bien toutes les branches ou tous les départements peuvent se faire accompagner d'un agent de la psychologie? Voilà. Merci beaucoup pour... Merci. Alors, je vais répondre par la première question. Alors, je vais commencer par la définition du concept de santé, de centre de santé. Pourquoi? Un professionnel de santé, je reviens encore, pour moi, c'est très important. Un professionnel de santé
doit s'occuper de la santé physique et la santé mentale de tout patient. Oui. Ça, j'allais dire, c'est un principe important. Parce que si le professionnel de santé, parce que imaginez quelqu'un, quand on construit un centre de santé, est-ce qu'on a écrit centre de santé, soins somatiques Non, dans non. un village? Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Vous savez pourquoi les malades ne viennent pas pour les problèmes de santé mentale? Dans les centres de santé, il y a deux barrières. Il y a une barrière du point de vue institutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos centres de santé, l'agent de santé, quand quelqu'un vient, ce qui l'intéresse, il a ses outils, il a les constantes, il a pesé, il a truc, il fait ses bilans. Ce qui l'intéresse, c'est la composante somatique de la santé. Quand le malade dit « je n'ai pas bien dormi, je me sens stressé, je me sens truc, je suis un peu triste », le professionnel de santé est mal à l'aise. Parce que lui, dans son inconscience structurelle, dans son organisation de service, il ne fait qu'adresser les problèmes de santé physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la plupart de nos pays africains, quand on inaugure un centre de santé, on est en train de dire à la population, ce centre de santé-là, c'est pour gérer que des problèmes de santé physique. Et c'est ce qui fait que les professionnels de santé, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de santé mentale, ils disent non, ne soigne pas ça ici. Allez à l'hôpital psychiatrique. Dans les services spéciaux. Voilà. Dans les services spéciaux. Parce qu'ils ne se voient pas comme un acteur de santé mentale de première ligne. Et ça, c'est un obstacle structurel qu'il faut briser, qu'il faut réduire pour pouvoir aller vers l'intégration. Parce que imaginez cette sage-femme qui est en train de faire des CPL. Elle suit, elle prend les constantes, les indicateurs de suivi de CPN physique, mais elle ne s'occupe pas du bien-être psychologique de la patiente, de la santé mentale de la patiente. Mais elle s'étonne que cette patiente ne vienne plus en consultation. Mais elle ne viendra pas. Elle préfère aller voir la matrone parce que la matrone prend en compte la santé mentale des populations. Parce que la matrone prend du temps pour écouter son vécu. Parce qu'il y a le vécu physique de la grossesse, mais il y a le vécu psychologique de la grossesse. Je peux comprendre, et c'est le rôle justement des programmes ou bien des planificateurs des progrès de santé mentale, je peux comprendre que la sage-femme n'a pas ça dans son paquet d'intervention. Je peux comprendre. Et ça, c'est un défi à intégrer du point de vue programmatique. Mais c'est des occasions manquées et le fait de ne pas prendre en compte la santé mentale, de s'occuper de la santé mentale de ce groupe de femmes, elles vont venir en retard pour l'accouchement. Et le risque, ce seront des accouchements à risque. Ça serait des questions de décès maternel, ça serait des questions d'hémorragie, ça serait des questions de telle chose, de telle chose, de telle chose. Simplement parce que on ne s'occupe pas de comment travailler le comportement de santé des populations. Parce que travailler le comportement, faire un changement de comportement de santé, c'est faire de la promotion de la santé mentale. Mais pour ça, il faut le dire, il faut structurer, et il faut se former, comme on forme les généralistes à faire une meilleure prise en charge du VIH. Mais pour ça, il faut que le professionnel de santé sache qu'il est professionnel de santé mentale et santé physique. Je sais que c'est quelque chose de ma manière d'aborder les choses un peu déroutante, mais pour aller vers l'intégration, il faut faire ce changement de paradigme. Maintenant, ça va nécessiter du temps, mais dans le principe, il faut comprendre que voilà le principe de base, et voilà, on se donne les moyens et on se donne le temps de réussir une intégration, parce que l'intégration est progressive. Elle n'est pas définitive, elle peut se faire par secteur. On peut dire on intègre cette fois-ci, par exemple, comment améliorer l'accueil, comment améliorer les communications entre rapports patient et truc par les interventions en santé mentale. Vous dites par exemple, il faut des soins de qualité. Ça veut dire quoi avoir des soins de qualité? Ce n'est pas avoir des indicateurs, j'allais dire, de qualité, de management de qualité simple. Mais les soins de qualité, c'est aussi les soins humanisés. Mais dès qu'on parle de soins humanisés, on fait référence à la santé mentale. Maintenant, est-ce que vous allez affecter des psychologues dans tous les villages du Cameroun ou bien du Burkina? Vous savez que c'est impossible en termes d'allocation budgétaire.
Mais il y a des occasions manquées parce que il y a des occasions manquées. Très souvent, il y a dans les salles d'attente, dans les halls des maternités, on fait attendre souvent les femmes pendant 1 heure de temps pour une consultation de 10 minutes. Mais on peut utiliser ces espaces pour faire ce qu'on appelle la psychoéducation. Simplement dire aux femmes, avoir des groupes de soutien de ces femmes enceintes pour parler du vécu. Comment elles voient le fait qu'elles sont enceintes? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est difficile? Ça, on est en train de faire de la promotion de la santé mentale. Et parmi elles, il y a certaines qui ont besoin de soutien psychologique individuel. On est en train de faire de la santé mentale. Parmi elles, on peut identifier des gens qui ont déjà des problèmes où il y a un risque probable de dépression, bien de autre chose. On est en train de faire de la santé mentale. Donc, il n'y a pas un autre lieu dédié à faire la santé mentale au niveau primaire. Il y a le centre de santé, d'abord, sa vocation, c'est d'adresser les questions de santé mentale et des questions de santé physique. Si on n'adresse pas ça, qu'est-ce qui se passe? On voit pulluler des centres de guérison, des praticiens, parce que les gens, on communique, notre méthode de communication, on dit notre centre de santé là, c'est pour les bien portants, entre guillemets, c'est pour les maladies physiques. C'est de la communication implicite. Mais si déjà tu es directeur de l'hôpital, tu es médecin-chef, tu es planificateur, c'est la raison pour laquelle je dis que tout le monde doit comprendre le concept d'intégration. Parce que si ce n'est pas planifié au niveau du district, l'infirmier ne fera pas. Mais il va le faire, mais il n'y a pas de cadre institutionnel. Il n'y a pas de directive claire. Il n'y a pas de normes claires. OK. C'est bon? Oui, c'est très bon, professeur. Voilà, maintenant, les questions de dans quel secteur? C'est-à-dire que vous avez un hôpital général, tous les services ont besoin, dès que tu décides d'hospitaliser un malade, même pour faire qu'il y a une fracture, il faut s'occuper de sa santé mentale. Sinon, il risque de refuser l'intervention. OK. Ou bien il risque même de se jeter du 3e étage pour se donner la mort. La mort, oui. Parce que simplement, on s'est tellement occupé de son pied qu'on oublie que c'est un être humain qui est en face de nous, qui a une vie, qui ressent des choses, qui est affecté émotionnellement, qui ne dort pas bien. Et donc, on doit s'occuper de sa santé mentale. Comment on organise le temps de l'hospitalisation pour que la personne se sente bien, se sente soutenue psychologiquement? Comment on repère des signes de souffrance déjà au niveau... Maintenant, comment on gère à un 2e niveau? Ça, c'est... Maintenant, c'est les différents acteurs, chacun en fonction de son niveau de compétence va intervenir. Et c'est là où on parle de référencement des cas. OK. Voilà. Merci, professeur. Je vous ai bien compris. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, professeur, parce que déjà ici, pour nous, les professionnels qui n'avons pas intégré cet aspect des choses, bon, il y en a qui ont intégré d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que nous devons faire pour nous rattraper? Et quel conseil pouvez-vous donner à nos jeunes qui sont encore sur le monde de l'université et qui évoluent, et aux infirmiers, et à tous les prestataires de la santé? Quel est le conseil, le meilleur conseil pour nous? Le meilleur conseil dès le départ, c'est d'intégrer la composante santé mentale. Je n'ai pas dit forcément la composante psychiatrie. Parce que ça encore, ça. Parce que la composante psychiatrie, c'est les soins curatifs. OK. Pour beaucoup de personnes. On attend que les gens tombent malades. OK. Or, c'est de pouvoir montrer le lien qu'il y a entre la santé mentale et la périnatalité, donc service mère-enfant, le lien qu'il y a entre la santé mentale et la nutrition. À partir de ce moment, l'agent de santé comprend qu'à un certain moment, si tu veux réduire les questions de malnutrition, il faut t'occuper de la santé mentale des mères, il faut t'occuper de la santé mentale de l'enfant qui vient de naître, il faut s'occuper de la santé mentale de la communauté. OK. OK. Et donc, il faut l'introduire déjà dans le curricula. Il faut tout un mécanisme clair de renforcement des capacités, de supervision de ces acteurs formés, de leur donner des outils clairs pour savoir ce qu'ils doivent faire. OK. Et mettre à contribution, parce que l'infirmier ou bien le médecin généraliste, comme il a beaucoup d'occupations, il doit faire la délégation des tâches et faire la supervision.
Donc, ça veut dire qu'il y a des travailleurs sociaux, il y a des travailleurs communautaires qui doivent être intégrés dans le dispositif de soins. OK. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je suis très ravi de vos questions. J'espère que Madame Pascaline pouvait, dans l'avenir, organiser même des descentes sur place dans les universités pour essayer de... On va chercher des financements, bien sûr, pour chercher comment moraliser et puis faire comprendre aux gens l'importance de cette branche dans nos services. Merci beaucoup, professeur. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Christian, puisque nous avons un professeur très motivé. Qui sommes-nous? Effectivement, Pour ne pas c'est tout penser ça. loin. Il y a Monsieur Hassen qui aimerait prendre la parole. Monsieur Hassen, je vous laisse la parole. Monsieur Hassen, votre micro est toujours coupé là. Monsieur Arsène Meka, c'est ça. Et moi, je voulais bien faire une petite parenthèse. Je trouve vraiment le sujet super important et intéressant dans la mesure où Très important même. Très important même. Si c'est que les sages-femmes, je prends même le contexte des sages-femmes, si c'est qu'ils comprenaient ne serait-ce que cela, ils n'allaient pas, par exemple, dans la douleur de la femme, se mettre à la battre sur la fesse ou mal lui parler. Il y aurait des choses quand même qui auraient diminué, ne serait-ce que le traumatisme, en fait, que les femmes ressentent après un accouchement, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent tous ces sequelles-là. Si aussi c'est que les médecins en généralisent dans leur base étaient éduqués, moi, je vais peut-être partager avec vous quelque chose. Sur mon lieu de stage, il y a 2 semaines, il y a un malade qu'on m'a transféré de la neurologie pour une hospitalisation en anesthésie réa, en unité de réanimation, parce qu'il avait une acidocétose diabétique, il était en détresse respiratoire. On amène le malade, et puis les brancardiers voulaient jeter le malade, en fait. Je dis, mais non, c'est une personne humaine, attendez, je prépare le lit, vous le déposez. Ils étaient tellement pressés, lui, d'accord, déposez dans ce lit, j'arrange l'autre lit et je le prends. Pour le prendre, je me rends compte qu'il est allé au sel. Et j'avais mon 4e année qui était là. Les parents n'étaient pas vraiment dynamiques. Alors, moi, j'ai pris le petit bout de tissu. Je me suis mise à le nettoyer. Mon 4e année qui était debout, 4e année de médecine générale, il me regardait et puis il avait l'audace encore de se plaindre de l'odeur, en fait, de celle du malade. J'étais à un moment dépassée. Je dis, mais quand même, si déjà tu as cette réaction de te moquer du patient, comment est-ce que le patient même va se sentir en confiance avec toi, en fait, si elles sont professionnelles de santé? Et ce malade, à son ami, il est décédé finalement. Et quand je voulais annoncer le décès, j'avais de la peine. Et je rencontre le monsieur, je lui dis, d'une manière ou d'une autre, que voilà, le patient est décédé. Il me regarde, il dit, Madame, je suis fière de vous. J'ai vu comment est-ce que vous êtes battue pour notre frère depuis hier. On sentait certainement qu'il allait mourir. Mais quand même, on sait qu'avant de mourir, il a eu les meilleurs soins qu'il fallait. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer devant ce gars. J'ai couru chez un je me dis, mais merde, ton parent, il est décédé. Et tout ton problème à toi, tu me dis que tu es fière. Mais je pense que si, c'est que... Et puis, je viens généralement, je dis quand même, le malade qui est là, il n'a pas choisi d'être là. Il n'a pas du tout choisi ce lit. Dans d'autres conditions, il aurait aimé peut-être être dans son boulot, pouvoir être une source de revenus pour ses parents. Le minimum, c'est de le traiter comme si c'était ton frère, ta soeur. Effectivement. Arranger ton environnement. Et si tu sors, par exemple, tu tombes, est-ce que tu seras fier qu'on t'amène dans ce service? Est-ce que tu n'as pas dit, c'est mieux que vous me tuiez sur la voie que de venir dans mon propre service? Et je pense que quand on prend en fait cette dimension-là du métier qu'on fait, c'est tout différent. La manière dont on s'occupe du malade, la manière dont on se bat pour le malade, la manière dont on veut que le malade revienne à la vie, la manière dont même on le surveille. En fait, quand tu te dis que c'est ta sœur et finalement, il y a des malades, tu arrives à faire sortir comme ça, ils te disent, ah, nous te bénissons et puis tous les malades vont sortir comme nous. Tu te sens d'une manière ou d'une autre fier d'avoir donné à l'autre la chance d'être peut-être ta sœur. Mais généralement, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est un sujet. En fait, c'est comme, je vais dire quoi, c'est comme en fait le cœur en fait de toute une génération. C'est quelque chose que les gens doivent comprendre.
Et je pense que ça pourra changer beaucoup de choses. La manière dont on est stigmatisé, les médecins, la manière dont on a peur, des gens ont même peur de nous parler, alors que nous sommes des personnes à qui ils devraient se confier et avoir l'assurance d'avoir de bonnes paroles réconfortantes, de bons traitements. Donc voilà. Malheureusement, je pense que la main levée a été supprimée. Oui, il dit qu'il a un problème de micro. Arsène a un problème de micro. Ah, ok. Mais je Oui. pense qu'il peut laisser son message dans le chat. Je vais le lire. Monsieur Hassen, vous pourriez écrire, je vais lire votre message. Mais en attendant, je pense que je vais donner la parole au professeur pour nous dire ce qu'il aimerait quand même qu'on garde de la séance d'aujourd'hui. Parce que je pense que si on va s'attarder sur ce sujet, on n'en finira pas. C'est vraiment une plaie béante. Et j'espère qu'un jour, on en guérira. Vraiment, Professeur, vous avez la parole. Oui, mais merci pour l'invitation. Merci d'avoir pris le risque de m'inviter pour essayer de mettre un peu de désordre. Excusez-moi, professeur, il y a Monsieur Bada Isiakou qui a levé la main. Je m'en voudrais de ne pas lui donner la parole avant votre mot de fin. Il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur Bada, vous avez la parole. Merci. Bonjour à vous. Je suis Bada Isiakou du Cameroun. Je suis infirmier diplômé d'État et je travaille dans le programme de lutte contre le VIH au niveau régional, à Gawa précisément, c'est une région du Cameroun. En fait, ce sujet que vous êtes en train d'aborder est vraiment très, très pertinent pour moi personnellement parce que la remarque que j'ai faite dans notre pays, c'est que dans la majorité des cas, le sujet santé mentale, dès qu'il est évoqué, c'est beaucoup plus pour des personnes qui ne vont pas bien. On voit beaucoup plus des personnes qui sont déjà fous, qui ont traversé le stade de personnes normales. Et c'est une conception, je ne sais pas si c'est venu de la communauté ou c'est même au niveau des personnels soignants que c'est arrivé, je ne sais pas. Mais comment on fait pour qu'on arrive à prendre en compte même le volet simple d'une personne qui ne vit pas bien dans son confort, du genre, il a mal à la tête constamment, il ne dort pas, ou bien il est stressé. Comment faire en sorte que les personnels soignants puissent intégrer qu'à partir de ces petits signes d'alarme-là, on peut déjà intervenir avant que la personne arrive au stade avancé de la maladie. Merci. Merci. Alors, je vais répondre rapidement à cette préoccupation. Vous voyez, vous avez clairement montré que c'est un problème structurel. Ça veut dire, nous-mêmes, professionnels de santé, on a du mal à penser correctement la santé mentale, à pouvoir comprendre ce que c'est que la santé mentale. Donc, vous voyez que pour les communautés, c'est encore 10 fois difficile. Et donc, un professionnel de santé est d'abord un acteur de première ligne. Qu'il soit infirmier, qu'il soit agent communautaire, c'est un acteur de première ligne dans la gestion des problèmes de santé d'une communauté. Et donc, ce qu'on attend, c'est de pouvoir justement adresser les problèmes de santé mentale et de santé physique. Et donc, il y a tout le travail de travailler, réduire les barrières qu'il y a au niveau institutionnel, au niveau des professionnels, par simplement, justement, ces forums d'échange pour que les gens comprennent. D'abord. Deuxième chose, qu'ils sachent qu'il faut sensibiliser pour déstigmatiser, pour déconstruire le concept. Si le concept vous gêne, vous utilisez les composants du concept sans le concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si le mot santé mentale déclenche une allergie, mais vous pouvez dire santé psychologique. À partir de ce moment, c'est plus, en guillemets, chic pour les populations. Mais tout qu'on fait, ça ne va pas changer le contenu des interventions à mener. Ça, il faut être conscient de cela.
Donc, ça veut dire, d'un premier temps, il y a une sensibilisation à faire auprès des professionnels. Deuxième chose, c'est faire de telle sorte que les professionnels même commencent à changer leur propre attitude. Parce qu'une chose, c'est d'identifier. Très souvent, le gros problème qu'on a dans la question de la santé mentale, on pense que la santé mentale, c'est pour les usagers des services de santé. Or, l'un des enjeux, il faut que le professionnel de santé sache qu'il doit s'occuper de sa propre santé mentale. Parce que s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas en bonne santé mentale, il ne pourra pas être un bon professionnel de santé, même de santé physique. Souvent, vous demandez à des patients, il faut bien dormir, il faut bien gérer tes émotions, il faut bien manger. Mais qui vous a dit que parce que vous avez donné l'information, que vous avez le résultat escompté? Bien manger, bien dormir, ce sont des comportements de santé. Mais c'est un processus de changement de comportement de santé. Et il faut se former à faire cela. Mais il faut aussi des espaces où vous donnez le temps à la personne d'exprimer ce qu'il vit. Mais pour être compétent à faire cela, il faut que le professionnel de santé lui-même comprenne que sa manière de parler, sa manière de regarder, sa manière de poser les questions sont importants pour lui-même et que sa santé mentale influence sa manière de voir le malade, sa manière d'écouter l'histoire clinique du malade, sa manière de discuter, de donner une information aux familles. Parce que très souvent, il y a des violences en milieu hospitalier. Pourquoi? Comme l'a dit l'organisatrice, nous, les professionnels de santé, on a perdu notre humanité. Souvent, on a perdu notre humanité. Pourquoi? Parce que notre profession affecte notre santé mentale et on n'est pas conscient de cela. Vous avez des collègues qui, soit ils commencent à être irritables, soit ils ne dorment pas bien, soit ils fument, soit ils sont très violents, soit ils ne savent pas parler à des malades, mais ils sont affectés dans leur propre santé mentale parce qu'exercer une profession de santé où vous êtes au contact avec la mort, vous êtes au contact avec les odeurs, vous êtes au contact avec le sang, vous êtes au contact avec des frustrations, il y a des décisions médicales ou bien le plateau technique n'est pas adapté, ça va affecter votre santé mentale. Et donc, si ça affecte votre santé mentale, ça va affecter tout le système de soins que vous allez offrir. Et la population ressent cela. Et donc, ça peut créer une méfiance ou bien des conflits de confiance, des crises de confiance. Et ça fait que c'est un impact sur votre qualité de soins. Et ça peut faire que même dans la gestion de votre carrière, il y a certains qui vont abandonner. Il est un bon chirurgien et il allait faire une intervention sur que l'intervention allait bien se passer en 45 minutes. Malheureusement, le patient décède. Si ce professionnel n'est pas pris en charge par le dispositif de l'hôpital, bien la structure, en matière de soutien psychologique, il peut commencer à être un alcoolique. Ou bien carrément, il va arrêter d'être chirurgien. Parce que cet événement traumatique a perturbé, a affecté son état de santé mentale. Donc, vous voyez qu'on ne fait pas la santé mentale pour les autres. On parle de la santé mentale pour soi-même parce que c'est bien pour nous. À partir de ce moment, on peut s'occuper de la santé mentale du patient. Donc, en conclusion, c'est de dire l'intégration des services de santé mentale, c'est un processus qui est nécessaire pour améliorer la qualité de nos interventions, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans la communauté, que ce soit même dans les programmes cliniques ou des programmes communautaires. Première des choses. Deuxième des choses, c'est possible de le faire. Et tous les acteurs ont leur part à jouer. Ce n'est pas que le médecin, ce n'est pas que l'infirmier, le chef du village, les groupes d'associations de femmes, le chef de quartier, tout cela peuvent être des acteurs et doivent être des acteurs stratégiques et clés pour intégrer la santé mentale dans les services de santé ou bien dans les interventions communautaires et cliniques dans beaucoup de nos pays. Et je voudrais vous dire merci pour ce week-end et ce temps d'échange qu'on a passé ensemble. Merci.
En tout cas, merci pour le professeur, en tout cas, psychiatre passionné que vous êtes. Merci pour la qualité des échanges. Franchement, je ne veux même pas qu'on s'arrête, mais voilà. Il va falloir qu'on puisse s'arrêter. Il va falloir qu'on puisse s'arrêter parce que c'est vraiment un problème, un grand problème. Et oui, monsieur Christian, vous voulez parler, c'est ça? Je pense que c'est un très grand problème et on ne va pas finir d'en parler en une journée. Je pense que, j'espère du moins que tous ceux qui ont eu à participer à cette communication de ce matin ont quand même gardé quelque chose de bien et qu'ils essayeront aux différents niveaux où ils travaillent de changer quelque chose. Merci à vous pour la disponibilité. Merci vraiment. Je vais Merci beaucoup, Madame aussi. Merci. Je vous en prie. Je vais rapidement annoncer le prochain webinaire. Le prochain webinaire, c'est le mercredi 7 juin à 15h GMT. 15h GMT et on abordera la question de la responsabilité médicale. Ça sera animé par un professeur en droit. Il va nous parler de la responsabilité médicale, surtout face aux erreurs médicales, quelle est la responsabilité du médecin par rapport à tout ça. Donc, je vous invite à franchement être nombreux pour cette communication qui aura lieu le mercredi 7 juin à 15h GMT. Voilà. Et je demande, je pense que M. Rosario a déjà envoyé la procédure d'obtention de l'attestation de ce jour. C'est toujours la même chose. Mais moi j'ai toujours des difficultés pour en avoir. Je ne comprends pas. Bon, je vous proposerai d'écrire au numéro qui est en bas. Donc, s'il y a des préoccupations, vous pouvez écrire. On va vous répondre. En tout cas, c'était franchement une matinée fructueuse pour moi et je l'espère pour vous aussi. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain. Bye bye. Merci et au revoir. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir.